L'échiquier international, bienvenue à vous. A-t-on tourné la page de tension entre l'entité sioniste et l'Iran? La tension pourrait-elle se raviver? Le bilan officiel des morts iraniens durant l'agression sioniste fait état de 935 victimes, mais on a des médias américains d'un autre côté qui pointent du doigt des bombardements américains inaboutis sur les sites nucléaires iraniens. On en fera la lumière dans quelques minutes. La relation entre Téhéran et Washington se résume pour l'heure à des salves d'accusations et des railleries de la part surtout du président américain Donald Trump. Certaines forces en Iran à rompre tout dialogue et tout accord avec l'AIEA. Justement, l'accord en question sur le nucléaire civil. Où en est-on exactement après 12 jours de guerre? On en parle et c'est tout de suite. Nucléaire iranien, parlons-en, car tellement de choses ont été dites à ce sujet, pas toujours vérifiées et précises. Eh bien, tentons de clarifier les choses ce soir avec un invité de marque. Il s'agit de Thierry Coville, chercheur et spécialiste de l'Iran. Thierry Coville, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Entre l'Iran et l'AIEA, le dialogue, Thierry Coville, semble quasi rompu. Téhéran a annoncé que l'Agence internationale de l'énergie atomique ne pourrait plus désormais contrôler ses sites nucléaires. Alors on se pose la question d'emblée, est-ce que la crise avec l'Iran est passée ou est en train de peut-être de ressurgir d'une certaine manière? Alors, il faut être précis. Il est vrai qu'il y a une commission du Parlement iranien qui a voté une loi demandant effectivement l'arrêt de la collaboration avec les inspecteurs de l'AIEA. D'un autre côté, ce n'est pas devenu exécutif parce que je crois qu'il faut que le Conseil national de sécurité de l'Iran, quelque part, valide cette loi. Donc, ce n'est pas encore fait. Mais c'est une indication, effectivement, d'une véritable colère qu'il y a chez les dirigeants iraniens. En gros, ils accusent le directeur de l'AIEA, Fabio Grossi, d'avoir un petit peu orienté son dernier rapport qui a abouti à une résolution condamnant l'Iran à la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, exagérant en fait les manquements de l'Iran. Et quelque part, les dirigeants iraniens pensent maintenant que, et on le voit, tous les médias ont répété, l'Iran manque de transparence. Donc ce rapport a quand même servi de base, aurait servi de base à motiver cette attaque israélienne. Donc il y a une vraie colère actuellement chez les dirigeants iraniens par rapport au directeur de l'AIEA. Quand vous dites servir de base, ça va un peu plus loin, Thierry Coville, puisqu'on accuse l'AIEA d'avoir tout bonnement livré l'identité des scientifiques iraniens et certaines données sensibles non seulement aux Américains mais aux Israéliens. Alors ça, c'est autre chose. Parmi toutes les récriminations que l'Iran a par rapport à l'AIEA, effectivement, je crois que c'est des informations que les services secrets iraniens ont obtenues qui montreraient ça. Mais là, ce que je veux dire, si vous voulez, factuellement, dans ce rapport de l'AIEA, ce qui a étonné les dirigeants iraniens, il faut reconnaître, quand on essaie d'être objectif, si vous voulez, vous savez, il y avait, au début des années 2000, il y avait effectivement des traces d'uranium, de radioactivité ou d'uranium fortement enrichi qui avaient été trouvées, alors on ne sait pas trop comment, on a une petite idée, mais qui avaient été trouvées sur des sites iraniens qui n'avaient pas été déclarés à l'AIEA. Et l'AIEA en avait eu connaissance et avait demandé des explications à l'Iran. Donc c'est des opérations, si vous voulez, l'uranium enrichi trouvé au début des années 2000. Lors de l'accord sur le nucléaire 2015, quelque part, on avait l'impression que ce problème était réglé parce que l'Iran devait donner des explications à ce sujet, mais l'accord était quand même signé, validé par une résolution des Nations Unies. Donc il y avait l'idée que l'Iran devait donner des explications, mais le problème n'était pas urgent. Ce qui est quand même bizarre, le moins qu'on puisse dire, c'est bizarre. Pourquoi cette affaire qui remonte à il y a 20 ans ressort dans ce rapport et permet à l'AIEA de dire regardez, l'Iran manque de transparence. Alors, surtout que cette matière radioactive a même disparu. Donc, si vous voulez, là, ça motive les Iraniens, ça leur permet de dire l'idée c'était de nous condamner. Alors, on suppose aussi que les Européens ont joué un rôle derrière parce qu'il y avait l'idée de condamner l'Iran pour permettre de préparer le terrain, vous savez, à l'application ce qu'on appelle une clause de snapback qui permet de réinstaurer toutes les sanctions levées
lors de l'accord de 2015 parce que l'Iran ne respectait pas l'accord. Mais disons, en tout cas, pour les Iraniens, c'est clair, ce rapport a été orienté et a condamné l'Iran pour manque de transparence et donc a servi de base en disant, voilà, l'Iran ne respecte pas en gros le traité de non-prolifération, c'est complètement faux. Et donc, ça aurait pu servir de base, ça a motivé toutes les accusations qu'on a fait contre l'Iran qui ont permis à Israël, de quelque part, entre guillemets, de justifier son attaque. Vous me donnez une indication, je suis obligé de m'y arrêter. Thierry Coville, vous dites qu'on a trouvé ou oui, on a suspecté ou découvert des traces d'uranium c'était en 2015 ou 2014, c'est ça? Non, c'était au début non, c'était même au début des années 2000. Au début des années 2000. Vous m'avez dit, on a une idée d'où ça provient. Est-ce que vous pouvez... non, oui, non? Non, mais voilà, ça, si vous voulez, moi, je pars du principe que je parle de ce dont je suis sûr. Parce que vous savez, avec l'Iran, il y a tellement d'exagération. Donc voilà. Tout ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est quand même, voilà, tout ce que je peux dire en tant que chercheur, j'essaie d'être objectif, c'est quand même très étonnant que pourquoi cette affaire ressort lors voilà, 20 ans plus tard. Et ça motive cette condamnation de l'Iran à la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Voilà. Alors justement, en tant que chercheur, soyons factuels, quel bilan tirez-vous du fameux conflit des 12 jours, comme le nomme Donald Trump, ce qu'il nomme l'agression sioniste, et ce qui s'en est suivi, pardon. Quel bilan vous tirez de ces 12 jours d'agression? Alors, il faut d'abord retracer le contexte. C'est vrai qu'il y a il faut reconnaître, un énorme effet de surprise du côté iranien, parce qu'ils sont quand même en pleine négociation avec les États-Unis pour régler cette question du nucléaire de manière pacifique. Et donc, cette attaque israélienne intervient alors que les Iraniens se préparent à une 6e séance de négociation. Donc, il y a un effet de surprise. Donc, il y a effectivement un certain nombre de dirigeants des passes d'Aran qui sont assassinés le premier jour. Les Israéliens, d'après ce que j'ai compris, attaquent notamment des bases de lance-missiles dans l'ouest de l'Iran. Donc, il y a un véritable effet de surprise au début. Moi, j'ai l'impression que l'Iran se reprend assez rapidement. Ma perspective, bon, je suis à Paris, mais ma perspective, c'est qu'il y a quand même une mobilisation, une véritable mobilisation, une résistance. Quand on connaît les Iraniens, on n'est pas surpris. Une résilience. Comment ? Une résilience. Oui, non, ça c'est la caractéristique de l'Iran depuis longtemps. Hein, donc effectivement, par rapport à une attaque étrangère, en gros la société et les dirigeants font corps. Ça c'est pas nouveau. Donc effectivement, alors l'Iran, effectivement, mais ça c'est pas nouveau. On savait que le cauchemar stratégique de l'Iran, c'était un affrontement avec Israël et les États-Unis parce qu'ils font pas le poids, ils n'ont pas d'aviation. Hein, c'est des avions qui datent il y a 40-50 ans. Moi j'ai voulu même des avions de ligne en Iran, c'est trop vieux, il y a des accidents, etc. Donc vous savez ça. Et manifestement, leurs batteries antiaériennes n'ont pas réussi à stopper l'attaque israélienne. Donc, effectivement, il y avait une supériorité du côté aérien pour Israël, mais l'Iran a répondu avec, à la limite, sa seule arme, qui sont les missiles, et il me semble qu'ils ont pu répondre à Israël. Et finalement, au bout de 12 jours, on se rend compte que je dirais qu'il n'y a aucun des deux pays n'a gagné. Et du côté iranien, il y avait le sentiment qu'ils ont quand même défendu le pays dans des conditions difficiles face quand même à deux armées puissantes, puisque les États-Unis se sont mêlés à l'attaque israélienne. Donc ça m'a pas surpris, mais il y a on va dire une véritable union nationale qui s'est créée en Iran lors de cette attaque. Bon, la question par tout à l'heure, c'est qu'est-ce que va faire le gouvernement de cette union nationale, mais c'est déjà un point positif. Et je veux dire, l'Iran, on peut pas dire que l'Iran a gagné, puisque Israël avait la supériorité du ciel et a bombardé quasiment tout ce qu'il voulait, mais l'Iran a répondu. Et quand on regarde les deux objectifs israéliens qui étaient la disparition, ce qu'ils appellent la menace nucléaire, et éventuellement un changement de régime, ben, ils n'ont pas atteint leurs deux objectifs. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'un des deux pays a gagné. Et véritablement, l'Iran a résisté à cette attaque. Alors, selon l'agence onusienne donc de l'énergie atomique, l'Iran pourrait relancer son programme d'enrichissement d'uranium d'ici quelques mois. En tout cas, c'est l'information qui a été diffusée aujourd'hui. Ça contredit ce que raconte Donald Trump, qui affirme que le nucléaire iranien a été anéanti par les frappes américaines. Ce que d'ailleurs dément CNN, qui dit que, au contraire, le programme nucléaire iranien n'est pas vraiment intact, mais en tout cas est très loin d'être anéanti.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Est-ce que les bombardements américains sur les sites iraniens ont détruit réellement le programme nucléaire du pays? Vous savez, il faut reconnaître, il faut être humble là, dans ces occasions-là. Moi, je suis basé à Paris. Euh, voilà, j'en sais pas plus que Mais vous êtes... qui sait vraiment la vérité, même en Iran même. Vous savez, c'est quand même des Oui, questions. oui, bien sûr. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire. Moi, je trouve les Iraniens assez calmes quand on voit un petit peu leur réaction. Même juste après la frappe américaine, ils ont dit on va évaluer les dégâts. Bon, à mon avis, ce calme peut signifier que, contrairement à ce qu'a dit Donald Trump, l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo n'a pas été véritablement détruite. Il y a, vous savez, ces 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, on ne sait pas trop où ils sont passés, mais bon, je pense ils ont été transférés ailleurs. Donc oui, ce que je perçois, moi, dans les directions, les déclarations des dirigeants iraniens, c'est qu'il y a une vraie colère, ça c'est vrai, je vous l'ai dit, par rapport à l'AIEA. Leurs objectifs n'ont pas changé. Je crois que l'ambassadeur de l'Iran aux Nations Unies a dit on va continuer à enrichir l'uranium. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit, alors que Donald Trump a dit oui, je vais négocier avec les Iraniens la semaine prochaine, on y est. Manifestement, aucune des deux parties, notamment les Iraniens, ne montre pas un véritable empressement à négocier avec les Américains. Donc on est un peu une période d'entre-deux. Mais pour répondre à votre question, oui, là, je pense qu'il y a un consensus pour dire que Donald Trump a peut-être parlé un peu trop vite suite à l'attaque américaine. Et justement, voilà, est-ce que cette attaque américaine vous a surprise? Vous savez, honnêtement, j'ai déjà été très surpris par l'attaque israélienne, puis que je vous l'ai dit quand même. Ensuite, Donald Trump, ce qui est dans l'enchaînement, j'ai pas le temps de le dire quand même. Donc, Donald Trump, je suis un peu l'affaire, il dit oui, finalement, moi, je veux régler cette question du nucléaire iranien, pas par la force, je veux négocier avec les Iraniens. Moi, j'ai suivi ces négociations. Bon, j'écoute la BBC Persan tous les jours. Alors, quand on dit que les Iraniens perdaient du temps dans ces négociations, c'est complètement faux. Pour vous donner des éléments factuels, Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump dans ces négociations, le première séance de négociation, il dit oui, l'Iran aura le droit d'enrichir l'uranium à 3,7%. Ce que les Iraniens attendaient. Donc, voilà. Et donc, effectivement, les Iraniens ont vu, bon, finalement, on peut peut-être refaire un accord qui ressemblera à celui de 2015, alors différemment, un accord différent, parce que Donald Trump, ce sera un peu compliqué pour lui de renégocier un accord similaire à celui de 2015 dont il est sorti. Donc les Iraniens ont bien compris que cet accord devrait être différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Iraniens ont toujours insisté sur leur droit d'enrichir l'uranium. Steve Witkoff n'a pas arrêté de changer d'avis. Et on arrive à cette 5e séance de négociation. Donc, les négociations étaient difficiles, mais les deux parties avaient l'air d'y tenir. Donc c'est ça qui est un peu surprenant quand on regarde ce qui s'est passé. Et les Américains font une proposition aux Iraniens qui inclut 2 éléments. D'après ce qu'on sait, il y aurait un consortium régional pour produire de l'électricité avec du nucléaire, dont l'Arabie Saoudite. Et ça, les Iraniens étaient d'accord, parce que j'ai compris. Alors effectivement, on ne sait pas trop. Parce que Donald Trump a dit tout et son contraire. Bon, manifestement, ce consortium ne serait pas basé en Iran, donc l'Iran ne pourrait pas enrichir de l'uranium sur son sol, ce qui était, on a vu, une priorité des Iraniens. Donc les Iraniens, c'est pour ça que l'ayatollah Khamenei a refusé ces propositions américaines, mais les Iraniens étaient prêts à aller à la 6e séance de négociation. Donc tout ça pour vous dire que cette attaque israélienne est vraiment tombée, il y a eu un effet total de surprise totale, elle est complètement illégale vis-à-vis du droit international. Donc, et on a bien vu, on savait bien que les Israéliens ne pouvaient pas détruire le site de Fordo. Donc, Donald Trump a quand même une attitude étrange parce que on a cru comprendre qu'il a validé, il a été prévenu par Netanyahou, donc il aurait quelque part validé cette attaque israélienne alors qu'il était en train de négocier avec l'Iran. Et aussi, on a l'impression qu'il vole un petit peu. Il voit que les Israéliens ont l'air d'avancer, donc on a quelque part, il veut s'attribuer la victoire, donc il décide de participer à cette bataille en bombardant le site de Fordo. Et on a vu qu'il y a des résultats très incertains. Alors ensuite, entre guillemets, on va dire qu'il a eu un rôle positif parce qu'avec le Qatar, il arrive à instaurer un cessez-le-feu. Mais moi, je n'ai pas d'explication. J'ai souligné. En fait, ce que vous êtes en train de... Moi, je voulais terminer avec ça, mais j'étais très surpris on peut dire, le moindre qu'on peut dire, c'est Donald Trump a été ambigu. Est-ce qu'il voulait vraiment négocier avec l'Iran? Il a fait quand même 5 séances de négociation, une 6e était prévue. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y avait que 2 mois qui avaient été donnés par Donald Trump. Ça, c'est une fable. Et voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que son attitude a été très ambiguë dans cette affaire.
Alors j'énumère ambiguë ou déroutante. Je parle de sa réaction. D'un côté, il veut forcer les Iraniens à la négociation, alors que lui-même avait déchiré les accords en 2018. Il parle ouvertement de changement de régime à Téhéran. Et le lendemain, il félicite l'Iran de s'être bien battu. Avant de prendre l'avion pour la réunion de l'OTAN, il est en colère contre l'entité sioniste, alors que l'aide américaine pour les bombardements sionistes sont avérés. Vous avez vous avez rappelé comment Steve Witkoff, l'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, se dit d'accord pour un enrichissement de l'uranium à 3,7%. Et le lendemain, il rejette cette mesure. Alors, on se met du côté des Iraniens et on se dit, mais comment discuter, comment établir un dialogue avec ces Américains qui sont si déstabilisants? Ah oui, Il n'y a pas de point d'ancrage. Oui, non, mais si vous voulez, on va dire, en Iran, il y a le sentiment qu'ils ont été trahis 2 fois par Donald Trump. Vous l'avez rappelé, donc en mai 2018, il sort de cet accord, l'accord signé en 2015, validé par une résolution des Nations Unies, que l'Iran respectait, sans raison, enfin sans raison valable, on va dire. Et de nouveau, il fait quelque part, est-ce qu'il voulait vraiment négocier avec l'Iran ou faire semblant de négocier? Donc il négocie avec l'Iran, les Iraniens y croient, parce que moi j'entendais du côté iranien, bon, peut-être c'est bon d'avoir un accord avec un président républicain, parce qu'au moins l'accord pourrait être durable dans le temps, contrairement à l'accord de 2015. Donc, ce qu'on entendait du côté iranien. Donc, ils sont très, très surpris. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a le sentiment du côté iranien qu'ils ont été doublement trahis par Donald Trump. Alors, bon, la confiance n'existe pas dans les relations internationales. Mais alors là, la méfiance est montée, déjà été élevée du côté des radicaux en Iran. Là, elle est montée, je ne sais pas où. Et la grande question, c'est, voilà, je pense qu'il y a, du côté des radicaux, ils ne veulent pas négocier, c'est clair. Peut-être que des côtés des plus modérés, comme avec le président Pezeshkian, ils seraient prêts à négocier, mais on va voir dans quelles conditions. Mais c'est vrai, il y a vraiment le sentiment en Iran d'avoir été trahi, on va dire, c'est la deuxième fois. Est-ce qu'on sait pourquoi Trump, en 2018, avait gelé les discussions autour de l'accord entre l'Iran et l'AEA? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Quelles étaient ses motivations? Pourquoi Trump, en 2018, était sorti des discussions autour de l'accord du nucléaire iranien? Écoutez, personne ne sait rien. On m'a reposé des questions dans les médias. Si vous voulez, par rapport au respect, si vous voulez, l'AEA était chargée de vérifier si l'Iran respectait cet accord. Il y a eu 11 rapports de l'AEA entre 2016 et mai 2018 qui montraient bien que l'Iran respectait l'accord. Donc sur le plan de l'application de cet accord, l'Iran respectait cet accord à tel point, quelqu'un qui connaît l'AEA à l'époque disait que l'Iran était le meilleur élève de l'AEA. Donc je pense que les raisons qui ont poussé Donald Trump à sortir de cet accord sont ailleurs, peut-être sont liées à la politique intérieure américaine, peut-être une intention de se venger par rapport à Obama, parce que c'est la grande réussite diplomatique d'Obama, mais on voit quand même, entre guillemets, la légèreté, quand même, c'est quand même énorme, quoi, parce qu'il sort d'un accord, donc l'Iran demande d'abord aux Européens de lutter contre les sanctions américaines, les Européens ne font rien, il faut reconnaître, hein, et au bout d'un an, l'Iran commence à sortir tous les 2 mois de cet accord pour se retrouver aujourd'hui à 60% d'enrichissement d'uranium. Et le même Donald Trump qui a cassé la possibilité d'avoir un programme nucléaire iranien civil contrôlé par l'AEA se permet de dire maintenant, ah ben oui, l'Iran n'a pas le droit d'enrichir l'uranium. Donc il dit tout et son contraire. Et il a surtout cassé cet accord 2015. Je rappelle l'ironie du sort, quelque part, si on peut parler d'ironie, c'est qu'il allait jusqu'en 2025. Et on aurait pu renégocier un accord suivant. Donc effectivement, c'est mon avis, c'est complètement irresponsable de la part du président américain d'être sorti de cet accord en mai 2018. Je ne suis pas le seul à le dire. Alors la question de fond, on est obligé de vous la poser quand même, Thierry Coville, la question de fond que tout le monde ressasse sans arrêt. Est-ce que l'Iran vise à se doter ou compte se doter ou a visé ou avait pour but de se doter de l'arme nucléaire? Oui ou non? Oui, mais il faut si vous voulez, vous avez raison, on a de tels raccourcis, etc. Bon, il suffit de voir l'historique du programme nucléaire iranien. Donc, le programme nucléaire iranien, d'abord, il n'est pas avec la République islamique d'Iran, il naît sous le Shah. Et à l'époque, vous avez des déclarations du Shah, on peut les retrouver sur YouTube. Hein. Il disait, bon, comment ça se fait qu'il n'y a que 5 pays dans le monde qui ont le droit à l'arme nucléaire? Donc, le programme nucléaire iranien était à l'époque civil, mais enfin, il pensait un petit peu aux militaires aussi. L'imam Khomeini, à la révolution iranienne, stoppe le programme nucléaire iranien en disant qu'il n'est pas islamique. Ce qu'on sait, parce qu'il n'y a pas de si vous voulez, il n'y a jamais eu de déclaration iranienne à ce sujet. Ce qu'on peut penser, c'est que
au milieu des années 80, l'Iran prend la décision effectivement d'aller vers la bombe atomique et de construire un programme balistique avec l'idée de se construire une force de dissuasion. Leur motivation était qu'ils ont été attaqués par l'Irak de Saddam Hussein. Le monde entier occidental a aidé Saddam Hussein et surtout le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais condamné l'attaque irakienne. Donc le droit international n'a pas fait son travail. On voit déjà à l'époque l'importance du droit international. Donc face à cette situation, il dit bon, il faut qu'on ait une force de dissuasion. Alors effectivement, le programme iranien continue à se développer. Il est révélé au grand jour en 2002 par un groupe d'opposants iraniens qui on découvre que l'Iran a des sites d'enrichissement d'uranium qui n'ont pas été signalés à l'AEA. Et on peut penser que, d'après ce que les services secrets américains ont dit en 2003, à partir de 2003, l'Iran décide en gros de s'arrêter là. Donc ils ne vont pas vers le nucléaire militaire à partir de 2003. Et on peut, donc ensuite, il y a ces négociations et cet accord sur le nucléaire en 2015, donc, qui garantissait que le programme nucléaire iranien reste civil. Effectivement, depuis la sortie de Trump de l'accord, depuis mi-2019, l'Iran sort de cet accord. Alors, on peut penser qu'il y a deux raisons qui les ont fait monter à 60% d'enrichissement d'uranium. La première raison, c'est que leur seul moyen de pression contre les États-Unis, c'est de développer leur programme nucléaire en disant si vous ne revenez pas dans l'accord, regardez, on développe notre programme nucléaire. Et on arrive près du niveau militaire qui a un taux d'uranium enrichi à 90%. On peut penser que l'autre raison aussi, c'est l'Iran veut, comme d'autres pays dans le monde, un signataire du traité de non-prolifération, veut devenir ce qu'on appelle une puissance du seuil, c'est-à-dire maîtriser tellement bien la technique d'enrichissement d'uranium qu'ils peuvent fabriquer, si nécessaire, une bombe atomique. Mais, et le dernier rapport de l'AEA le prouve, et le directeur de l'AEA était obligé de le répéter, il n'y a aucune preuve, aucun document, contrairement à ce qui a été dit dans beaucoup de médias, qui montre que l'Iran a pris la décision d'aller vers la bombe atomique. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire que cette guerre a été menée alors qu'il n'y a aucun élément factuel, aucune preuve qui dit que l'Iran a pris la décision de militariser son programme, contrairement à ce qu'on dit. Donc ça renforce dans l'idée que là, on est quand même face à une opération qu'on peut considérer comme de la manipulation, puisqu'il n'y a pas de preuve pour l'instant, moi j'en ai pas vu, de document qui dit que l'Iran avait pris la décision d'aller vers la bombe atomique. En tout cas, c'est ce que révèlent la plupart des services de renseignement au niveau de l'Occident. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revivre un épisode de crise ou de conflit comme ce qu'on a vu la semaine dernière encore, c'est-à-dire entre un échange de missiles, voire un conflit armé de haute intensité entre l'Iran et l'entité sioniste avec dans l'équation les États-Unis d'Amérique? Ah oui, du côté iranien, ils ne sont pas du tout certains que le cessez-le-feu va tenir. Donc il y a l'idée qu'il y a une pause, mais ils se préparent à toutes les éventualités. Je crois que d'après ce que j'ai compris, le ministre iranien de la Défense est allé tout de suite à la réunion de l'Organisation de la coopération de sécurité, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation de caractère sécuritaire, groupe notamment la Chine et la Russie, très clairement pour discuter avec la Chine et la Russie. Donc les Iraniens se préparent à toutes les éventualités. Non, il y a l'idée que ce cessez-le-feu est encore très fragile. Si vous voulez, la séquence des événements dont je vous ai parlé les renforce dans leur méfiance, parce qu'ils sentent qu'ils ont été trahis alors qu'ils étaient en train de négocier avec les États-Unis. Ils ont été trahis quand même par le droit international. Personne n'a protesté face à une attaque préventive qui est interdite par le droit international. Et j'ai pas eu le temps d'en parler, mais ça n'existe pas. Ils en veulent au directeur de l'AEA beaucoup aussi, parce que normalement, Israël et les États-Unis n'avaient pas le droit de bombarder les sites d'enrichissement d'uranium. C'est interdit par le droit international. Et il faut reconnaître que les protestations de M. Grossi ont été un petit peu timides. Simplement, il s'est quand même quelquefois. Je me rappelle par exemple quand les Russes s'étaient approchés de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. On a l'impression que c'était la fin du monde. Je crois que M. Grossi s'était déplacé. Bon, là, manifestement, on va dire, il n'est pas vraiment monté au créneau. Il a dit que oui, les taux de radioactivité après les frappes israéliennes ou américaines n'ont pas vraiment augmenté. Bon, on pouvait attendre du directeur de l'AEA qui tape du poing sur la table, qui dit que ces attaques sont illégales. Donc, il y a vraiment en Iran une grosse colère. Et je vous dis, je pense qu'il y a des discussions actuellement très, très dures en Iran
entre ceux qui disent faut peut-être continuer à négocier, et alors ceux qui pensent que, on vient d'en parler, hein, notamment du côté du Parlement, c'est plutôt les radicaux qui pensent que, bon, à quoi ça sert de négocier avec des partenaires pareils. Thierry Coville, spécialiste de l'Iran, merci d'avoir été des nôtres. Un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt et encore merci pour toutes ces informations et ces éléments. Je vous en prie. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News et on se dit à demain.